Corentin. Bonjour. Alors, je suis Alexandre Boisson pour Actu Résilience. Corentin, euh, on ne te présente plus, quasiment, tellement tu commences à avoir ton aura médiatique. Tu peux y aller dans le doute quand même. Ouais, allez, donc tu peux y aller. Qu'est-ce que tu fais, Corentin? En fait, moi je suis ingénieur à la base, breton, et depuis quelques années, je m'intéresse à tout ce qui est innovation low-tech. Ouais. Donc toutes les innovations qui répondent à trois critères. Des innovations qui sont utiles, donc qui répondent à des besoins de base comme l'accès à l'eau, l'énergie ou la nourriture, qui sont accessibles. C'est la différence avec les high-tech. Les low-tech, on peut les reproduire un peu partout dans le monde, il n'y a pas besoin de compétences très complexes ou de moyens très sophistiqués. Et ensuite, qui sont respectueuses de l'environnement, qui sont durables. Et Waouh, en fait, avec mon équipe, on cherche partout dans le monde les meilleures innovations low-tech. ok. Euh, Justement, on va avoir besoin de ces low-tech puisque nous, chaque Français, on consomme 4,3 litres de pétrole par jour et donc par Français. Pétrole importé à 99%. Si pour des raisons géopolitiques on en avait un peu moins, ce serait une catastrophe. Alors, à ce stade, qu'est-ce que tu as pu identifier qui fonctionne en termes de technologie low-tech et qui pourrait, par exemple, être mise en marche assez rapidement dans nos communes? Est-ce que tu as des exemples comme ça qui te viennent à l'idée? Alors c'est vrai qu'à la base, on cherchait surtout des innovations low-tech qui allaient servir pour des gens qui sont sous contrainte dans des pays en voie de développement, des endroits où il y a des problèmes d'accès à l'eau, des problèmes de déforestation, de pollution, etc., de malnutrition. Et donc on a surtout regardé tous les systèmes voilà, qui venaient de pays où l'ingéniosité est très forte parce qu'ils sont sous contrainte, comme par exemple en Inde ou à Madagascar, etc. Et dans ces pays-là, on a trouvé, par exemple à Dakar, au Sénégal, des makers qui font des éoliennes avec des moteurs d'imprimantes. Les moteurs dans les imprimantes qui font avancer les feuilles là, ou déplacer la tête des scanners, si on fixe des pales dessus, ça fait une éolienne qui coûte, qui est quasiment gratuite et qui permet de recharger des téléphones portables ou allumer des lampes. À Madagascar, on a vu une dame qui fait de la culture de spiruline. C'est une algue qui demande très peu de ressources, qui grandit grâce au soleil avec la photosynthèse et qui apporte plein de vitamines, minéraux et de protéines. Ou alors au Cap-Vert, on a rencontré Sergio, qui est un Cap-Verdien qui a mis au point un système de culture hors sol pour faire pousser des légumes dans des zones où la terre est pas bonne, ou alors dans des zones où il y a très peu d'eau. Ça divise par 3 au moins la consommation d'eau. Et en fait, tous ces systèmes-là qu'on pensait à la base servir surtout à des gens qui sont sous contrainte dans des pays en voie de développement, parce que l'idée c'était de se dire, il y a des gens qui inventent des super solutions, elles pourraient parfois servir à des millions de personnes, alors nous on va être le vecteur de diffusion de ces solutions-là. Petit à petit on s'est rendu compte que ça pouvait aussi nous servir à nous, dans les pays les plus développés, en pays occidental, pour avoir des modes de vie qui sont plus sains et plus respectueux de l'environnement. Alors, effondrement ou pas, de toute manière, il y a des solutions qui sont adressées à nous. Oui. Alors, tu as fait un tour du monde, c'est ça, à la découverte de ces solutions très ingénieuses, inventées par des gens qui n'ont pas le même mode de vie que les Occidentaux. Où es-tu allé? Alors en fait, on a commencé d'abord les premières années tout bêtement à regarder sur Internet ce qui existait. On a ratissé tout Internet pour voir sur YouTube, via différentes ONG, en contactant des gens, etc. On a trouvé déjà pas mal de choses, donc on a commencé à constituer un espèce de Wikipédia du low-tech, une espèce de plateforme open source, collaborative, pour que n'importe qui puisse mettre des idées et prendre des idées. Et ensuite, on a équipé un grand catamaran début 2016, qui est un catamaran, un voilier de 14 mètres de long, qu'on a transformé en laboratoire flottant pour aller, alors d'abord en Afrique de l'Ouest, puis en Amérique du Sud, ensuite en Afrique du Sud, à Madagascar, aux Seychelles, en Inde, au Sri Lanka, en Thaïlande et en Indonésie. Et à chaque fois, à chaque escale, on a rencontré des inventeurs, on a testé leurs solutions, on l'a documenté et on l'a embarqué sur le bateau. Donc le bateau, au fur et à mesure du voyage, il s'est voilà, enrichi de toutes ces low-tech qu'on a rencontrées à chaque escale. Et dans le but de diffuser toutes ces innovations pour que n'importe qui puisse créer des économies locales, enfin s'approprier ces technologies, créer des économies locales, développer des compétences localement et puis surtout répondre à des vrais problèmes comme ouais, la malnutrition, l'accès à l'eau, l'énergie, etc.
Est-ce que tu conseillerais aux maires, parce que mon association, celle que j'ai co-créée, s'appelle SOS Maires et on fait un lobbying citoyen auprès des maires pour permettre le changement. Est-ce que donc tu conseillerais d'aller vite voir ce qui se passe sur ce site et quel site internet pour prendre des idées? Ben, en fait, notre plateforme internet s'appelle lowtechlab.org. Donc j'invite tout le monde à aller voir s'il n'y a pas des solutions qui les intéresseraient. Et puis poster aussi des solutions parce qu'en fait on a tout juste commencé ce travail qui est énorme de voir toutes les innovations qui sont utiles. En fait notre but à long terme c'est de faire l'équivalent de la NASA mais pour le low-tech, la NASA du low-tech. C'est génial. Parce qu'il y a énormément de gens qui font énormément de moyens, énormément de recherche, énormément d'argent sur tout ce qui est high-tech, mais sur les low-tech alors que ça concerne beaucoup plus de gens et la planète en général, il n'y a pas assez de moyens et voilà, c'est notre ambition à terme. Est-ce que tu ne penses pas que justement dans les maisons de retraite, on a un savoir du low-tech qui est hyper important et qui pour l'instant se meurt malheureusement puisqu'on ne prend pas en considération le savoir des anciens? Alors souvent, les innovations low-tech qu'on repère, ce sont des combinaisons entre des savoir-faire traditionnels et des moyens nouveaux, des matériaux nouveaux, etc., qui sont disponibles récemment. Il y a par exemple en Inde un Indien qui a créé un frigo qui s'appelle Mythicool, qui prend un système qui est très ancien, qui s'appelle le Zirpot, le frigo du désert, et qui l'associe avec des matériaux qu'on peut trouver maintenant un peu partout dans le monde pour faire un frigo qui marche sans électricité, qui permet de conserver des légumes. Et effectivement, si on arrivait à mettre en lien, en connexion des gens dans des maisons de retraite par exemple, sur tout ce qui est savoir-faire plus traditionnel, avec des entreprises, parce que les savoir-faire industriels, ils sont parfois très intéressants aussi quand on les décline en low-tech, et avec tout le monde, des makers, des gens qui bricolent dans leur garage, etc., et puis les étudiants, etc., si on arrive à mettre en réseau, à faire fonctionner tous ces gens-là, là c'est sûr qu'on pourrait booster l'innovation low-tech à fond. L'humanisme t'a mis le pied à l'étrier. Ici, on est dans le bureau de Bruno de Clos-Madec. Ça a été l'un de tes premiers soutiens. Qu'a-t-il fait? Bah en fait, quand je suis revenu du Bangladesh à la France, je travaillais à l'époque je travaille toujours sur un matériau à base de fibres de jute pour la construction navale. Donc dans mon association, on est basé à Concarneau, on est 12 dans l'association. Moi, je m'occupe de chercher les low-tech un peu autour du monde. Et il y a une équipe qui s'occupe de développer un matériau à base de fibres de jute. Et en fait, j'avais fait un premier prototype à partir de ce matériau en 2010. J'étais revenu à la voile du Bangladesh à la France et en arrivant pour présenter mon bateau à La Rochelle, parce que je l'ai présenté au Salon Nautique à Paris et à La Rochelle, j'ai rencontré Bruno qui m'a directement aidé, soutenu, fait rencontrer du monde et qui m'avait permis d'ailleurs à l'époque d'aller présenter mon bateau au Salon Nautique de Paris et c'est ça qui avait déclenché en fait, toute l'aventure qui a suivi après. C'est l'humanisme qui nous sauvera. Et encore aujourd'hui, tu as besoin de ça, je pense. Oui, complètement. Et puis, en fait, de gens qui sont pour un progrès qui est orienté vers notre bien-être, vers le bien-être de notre entourage et de la planète. Ça, c'est précieux. Tu as un appel à lancer? En ce moment, on fait un financement collaboratif, un financement participatif sur Ulule pour financer les prochains tutos, les prochaines recherches de low-tech pour pouvoir les documenter et les diffuser à tous. Donc vous êtes les bienvenus pour participer. Écoutez, merci à tous ceux qui participeront. Dans mon cas, Actu Résilience, vous avez vu, maintenant il y a un petit micro là, que j'ai mis. Ah oui. Ça, c'est grâce à vous. Donc, il est plus que temps de soutenir les choses qui sont tournées vers la résilience. Et on aura, je pense, le plaisir de reparler avec Corentin des solutions à vite mettre en place pour notre paix publique à tous. Merci. Merci.